Bonjour à tous, aujourd'hui on s'attaque à une question fondamentale en économie. Comment la richesse est-elle créée? D'où vient-elle au juste? Pour y voir plus clair, on va décortiquer ensemble les concepts clés. Allez, plongeons directement dans le vif du sujet. On va commencer avec une question qui peut paraître un peu étrange. Prenez un cours d'éducation physique et sportive au lycée. Est-ce que c'est une production au sens économique du terme? Et est-ce que c'est la même chose qu'un parent qui entraîne bénévolement l'équipe de foot de son enfant le week-end? Gardez bien cette interrogation en tête, elle va nous servir de fil rouge. Pour pouvoir répondre, il faut d'abord qu'on soit d'accord sur les mots. Cette première partie va donc nous servir à définir précisément ce que les économistes veulent dire par produire. Et voici la définition tirée de nos documents. Produire, c'est créer grâce au travail humain rémunéré des biens et des services qui n'existent pas dans la nature. Le mot, mais alors le mot absolument essentiel ici, c'est rémunérer. Ça change tout. Le cours donné par le professeur est donc bien une production, puisqu'il touche un salaire. Par contre, le parent bénévole, lui, ne produit pas au sens économique, car son travail n'est pas payé. Mais attention, il y a production et production. On doit distinguer deux grandes catégories. D'un côté, il y a la production marchande, celle qui est vendue sur un marché pour faire un bénéfice. De l'autre, la production non marchande, qui, elle, est fournie gratuitement ou presque. Notre cours de sport au lycée, par exemple, c'est un service public non marchand financé par l'État. Parfait. Maintenant, on sait ce qu'est la production. Mais concrètement, de quoi a-t-on besoin pour produire? C'est tout l'objet de notre deuxième partie. Ce schéma l'illustre très bien. La production, c'est avant tout une transformation. On part de ressources qu'on va combiner et à la fin, on obtient des produits finis, que ce soit des biens ou des services. Voyons maintenant un peu plus en détail ce qui se passe à l'intérieur. Le premier ingrédient de la recette, ce sont les consommations intermédiaires. Pensez à la farine pour un boulanger ou à l'électricité pour une usine. En fait, ce sont tous les biens et services qui sont complètement détruits ou profondément transformés pendant le processus. Ensuite, il y a le capital. Et là, attention, on ne parle pas d'argent, mais de ce qu'on appelle le capital technique. Ce sont les biens qui durent, les machines, les outils, les bâtiments, tout ce qui est utilisé sur plusieurs cycles de production. Pour notre boulanger, ce serait son four. Le troisième facteur indispensable, c'est bien sûr le travail. C'est l'intervention humaine, l'ensemble des heures de travail, qu'elles soient manuelles ou intellectuelles, nécessaires pour transformer les ressources en produits. Et enfin, il y a un facteur qui vient un peu huiler toute la mécanique, la technologie, ou le progrès technique. C'est tout l'ensemble des savoir-faire et des innovations qui permettent de combiner le travail et le capital de manière toujours plus efficace pour produire plus ou mieux. Bon, on sait ce qu'est la production, comment on produit. Il est temps de se poser la question suivante. Qui sont les acteurs qui produisent dans notre économie? Cette carte mentale nous donne une bonne vue d'ensemble. On voit tout de suite qu'il n'y a pas un seul type de producteur, mais un paysage en réalité très diversifié. On peut regrouper tous ces acteurs en trois grandes familles. D'abord les entreprises, dont le but est de faire un profit en vendant une production marchande. Ensuite, les administrations publiques, l'État, les collectivités locales, qui fournissent des services non marchands. Et enfin, les associations, qui font partie de ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire. Et il ne faut surtout pas sous-estimer ce troisième acteur. En France, l'économie sociale et solidaire, l'ES, représente environ 10% du produit intérieur brut. C'est un poids économique considérable qui montre bien que la production n'a pas toujours pour seul et unique but le profit. Nous voilà à notre dernière étape. On a vu comment des biens et des services, marchands ou non, sont créés par différents acteurs. Mais comment est-ce qu'on mesure toute la richesse qui en sort? La première idée qui vient, la plus intuitive, c'est de regarder le chiffre d'affaires d'une entreprise. C'est tout simplement le montant total de ses ventes. Si notre boulanger vend 1000 baguettes à 1 euro chacune, son chiffre d'affaires est de 1000 euros. Simple, non? Oui, mais est-ce que c'est vraiment ça la richesse qu'il a créée lui-même? Après tout, pour faire son pain, il a bien dû acheter de la farine, de la levure, une richesse qui existait donc déjà avant lui. Le chiffre d'affaires ne semble pas être l'indicateur parfait. Et il nous faut donc un meilleur indicateur. Et cet indicateur, c'est la valeur ajoutée. La définition est limpide. C'est l'indicateur de la véritable richesse créée. Pour la calculer, on prend la valeur de la production, donc le chiffre d'affaires, et on y soustrait la valeur de toutes les consommations intermédiaires. Reprenons notre boulanger. Sa valeur de production est de 1000 euros. Imaginons qu'il ait acheté pour 300 euros de farine, de levure et d'énergie. Ces 300 euros sont ses consommations intermédiaires. La richesse qu'il a réellement créée, sa valeur ajoutée, est donc de 1000 moins 300, soit 700 euros. C'est la valeur qu'il a littéralement ajoutée à la farine en la transformant en pain. Voilà le point crucial à retenir.
Pour mesurer la production d'une entreprise ou même d'un pays entier, c'est la base du fameux PIB, on additionne les valeurs ajoutées, pas les chiffres d'affaires. C'est bien la valeur ajoutée qui mesure la richesse réellement créée. Et pour terminer, une question pour aller plus loin. On a vu que la valeur ajoutée est un excellent indicateur de la richesse économique. Mais on a aussi vu que le travail non rémunéré, comme celui du parent bénévole, n'était pas comptabilisé. Quelles sont donc les autres richesses, sociales, environnementales ou personnelles, que cet indicateur essentiel ne parvient pas à mesurer? La question reste ouverte.